Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que votre morale tient le coup. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à décortiquer, à analyser l'actualité politique haïtienne. La pire erreur à ne pas commettre consisterait à dire, écoutez, ce pays-là n'en vaut plus la peine, Haïti ne connaîtra plus de jours meilleurs et qu'il faut tout simplement lancer la serviette. Non, il ne faut surtout pas dire cela. Quand on se rappelle les énormes sacrifices qu'ont consentis nos ancêtres, ils ont quand même payé de leur sang ce pays. Ils ont payé de leur sang notre indépendance. Ils se sont battus pour nous léguer ce bout de terre. Eh bien, quand on se rappelle les sacrifices énormes qu'ils ont consentis, eh bien, nos péripéties d'aujourd'hui, pour dures qu'elles soient, nos épreuves d'aujourd'hui, pour terribles qu'elles soient, représentent peu de choses au regard de leurs sacrifices. Je n'ai pas dit que nos péripéties ne sont pas dures. Je n'ai pas dit que nos épreuves ne sont pas terribles. Je le reconnais. Mais au regard des sacrifices qu'ont consentis nos ancêtres, au regard du prix qu'ils ont payé pour nous léguer ce bout de terre, eh bien, cela en vaut la peine de continuer à se battre. Cela en vaut la peine de continuer à s'intéresser à Haïti, à accompagner justement ceux et celles qui se proposent de diriger cette transition. Et c'est le but que je me propose à l'émission d'aujourd'hui, accompagner ceux et celles qui se proposent d'opérer cette transition politique. Eh bien, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'analyser l'accord politique que le Conseil présidentiel a produit ces derniers jours, un accord de 15 pages qui se lit bien,
Et ce que nous allons faire justement, c'est de vous en livrer un compte-rendu, de l'analyser, de le décortiquer, de pointer du doigt ce qui est correct, car il y a de très belles choses, il y a de très bonnes choses dans cet accord, de souligner du même coup les limites de cet accord et montrer à ces messieurs, puisque pour l'instant on n'a que des hommes, ce qui est très regrettable, et bien donc de montrer à ces messieurs ce qu'il faudra faire pour bonifier cet accord. Car c'est notre pays. Même si, comme je vous l'ai dit, je regrette que ce conseil-là soit composé d'hommes, je regrette qu'il n'y ait absolument aucun représentant de la diaspora au sein de ce conseil présidentiel. Je regrette que ceux qui composent ce conseil ne puissent faire valoir un état de service si reluisant qu'ils mériteraient leur place au sein du dit conseil. Le fait est que ce conseil-là représente les forces politiques en présence. Eh bien, nous n'avons pas le choix que de faire avec, comme on dit dans un très mauvais français, mais surtout d'accompagner, n'est-ce pas, cette entité présidentielle dans cette transition. Car, comme j'aime à le dire, nous ne pouvons pas rater cette occasion. Une transition politique dans l'histoire de notre pays a souvent été une façon de brûler du temps, une façon d'acheter du temps jusqu'aux élections qui sont 9 fois sur 10, n'est-ce pas, entachées de fraude et de corruption. Eh bien, cette fois, on doit avoir quelque chose de nouveau. On doit avoir quelque chose de différent. Vous me taxerez probablement de naïveté, vous direz que, ah, écoutez, je suis naïf, je suis angélique, mais il s'agit de notre pays. On ne peut pas lancer la serviette, comme je l'ai dit au début de l'émission. On ne peut pas se contenter de regarder passer, si vous voulez, la chose publique de notre pays sans nous y intéresser, sans nous y impliquer. Ma contribution en tant qu'analyste, c'est de dire ce qui ne va pas, c'est de dire aussi ce qui va, c'est de pointer du doigt ce qui semble être correct et en même temps de signaler à l'attention de ceux qui vont nous diriger les limites de leur accord. Je suis heureux de m'apercevoir que dans cet accord, il y a beaucoup d'idées que j'ai déjà présentées dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée depuis 2021. Je suis heureux de voir que beaucoup d'idées que j'ai proposées sur cette chaîne depuis bientôt 2 ans se retrouvent dans le dit accord. Donc c'est une bonne chose que de continuer à faire ce travail en tant que société civile, n'est-ce pas? Et ce sera encore une meilleure chose d'accompagner le Conseil présidentiel, de l'applaudir quand il fait quelque chose de louable et de le critiquer quand il se trompera. L'erreur est humaine et encore une fois, la pire erreur à commettre, c'est de dire que cela ne nous regarde pas. Non, cela nous regarde, cela doit continuer à nous intéresser car il s'agit de notre pays. Donc nous allons passer en revue l'accord politique qu'a produit le Conseil présidentiel. Évidemment, il s'agit d'un rapport de 14 à 15 pages. Il y a des éléments qui me paraissent, n'est-ce pas, de peu d'importance. Quant aux points saillants du dit accord, nous allons vous les exposer, vous dire ce que cela suppose, ce que cela implique. Vous me connaissez, je ne suis pas toujours d'humeur à féliciter nos politiciens, mais là, quand ils produisent quelque chose de bon, je dois m'arrêter, faire montre de grandeur pour dire bravo. L'accord que j'ai sous les yeux, c'est un bon accord. L'accord que j'ai sous les yeux, c'est un bel accord. Évidemment, ce n'est pas un accord parfait, la perfection n'existe pas dans ce monde. Quand vous avez si vous voulez, 9 personnes qui négocient, qui travaillent sur un texte, c'est tout à fait normal que ce texte-là, n'est-ce pas, recèle certaines imperfections. C'est tout à fait normal que le texte recèle certaines limitations. Eh bien, c'est à vous et à moi, société civile, de dire « Ah, voici ce qui ne marche pas », mais commençons par dire que c'est un bon accord.
dans notre délicieux créole, eh bien on dit, écoutez, c'est Batman qui encourageait chien. Donc il faut encourager le chien quand il fait quelque chose de bon. Alors nos politiciens ici, qui n'ont pas toujours une bonne réputation, eh bien ils ont produit un bel accord. Vous me direz, écoutez, comme encore une fois on le dit dans notre délicieux créole, constitution c'est papier, baïonnette c'est fait, ce qu'on écrit peut, n'est-ce pas, rassembler les meilleures idées du monde, mais il faudra surtout juger le conseil présidentiel à l'acte. Vous avez raison, et nous serons là comme chiens de garde pour veiller sur les politiques publiques, pour veiller sur les décisions que ces messieurs et plus tard les membres du gouvernement qui sera formé, gouvernement, n'est-ce pas, plus tard, nous allons veiller sur leurs décisions, nous allons rester vigilants, car il faut que cette transition réussisse. D'où le titre de l'émission d'aujourd'hui, Proposition pour une transition politique réussie. C'est ce que nous souhaitons tous. Nous souhaitons que ce pays recouvre, n'est-ce pas, sa souveraineté. Nous souhaitons que notre pays recouvre sa dignité. Nous souhaitons que la population haïtienne, comme tous les peuples du monde, puisse vaquer à ses occupations sans avoir à se soucier, la peur au ventre, n'est-ce pas, d'une balle perdue. Nous souhaitons que la population haïtienne puisse trouver du travail. Nous souhaitons que la population haïtienne puisse envoyer, n'est-ce pas, ses enfants à l'école et que ces derniers puissent, n'est-ce pas, apprendre un métier pour assurer leur avenir. Mais quoi de plus normal que cela? Pour y arriver, il ne faut pas compter sur les dieux. Pour y arriver, il ne faut pas compter sur des étrangers, les soi-disant pays amis. Pour y arriver, nous devons compter que sur nous-mêmes. Et Dieu sait que nous avons les compétences, Dieu sait que nous avons les moyens, nous avons les ressources d'y parvenir. Tout ce qu'il faut et qui nous a manqué jusque-là, c'est la bonne foi. Tout ce qu'il faut et qui nous a manqué jusque-là, c'est la solidarité. Tout ce qu'il faut et qui nous a manqué jusque-là, c'est le patriotisme. Alors, souhaitons que cette fois-ci soit la bonne. Souhaitons que cette transition ne soit pas une énième occasion ratée dans l'histoire de notre pays. Je voudrais tellement que l'histoire se souvienne de cette transition comme la première transition à avoir réussi. Pour cela, nous allons accompagner ces messieurs, nous allons rester vigilants, nous allons rester critiques, mais nous devons les accompagner. C'est facile de critiquer, comme le dit l'autre, n'est-ce pas? Mais c'est encore plus utile, en plus de critiquer, d'accompagner ceux qui se donnent pour mission de diriger cette transition de telle sorte qu'elle réussisse. Vous connaissez à ce stade-ci le rituel, offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Et comment? Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien, comme je l'ai dit avant la pause, nous allons donc nous atteler à analyser l'accord politique produit par le Conseil présidentiel. Évidemment, quand vous produisez un accord comme celui-ci, il faut s'embarrasser, enfin il convient de s'embarrasser d'un certain nombre de considérant les articles, considérant la résolution.
etc. Au fait, c'est comme une tentative par le Conseil présidentiel de se donner un vernis de l'égalité. Bon, je pense que là, on a tout simplement manqué d'honnêteté. Il suffirait de dire que nous sommes dans un régime d'exception et que, quoi qu'on fasse, on se situe en dehors des vœux, en dehors de la lettre de la Constitution. La Constitution, comme vous le savez, prévoit que dans un laps de temps de 3 mois, dès qu'il y a vacances présidentielles, qu'on organise des élections. Eh bien, dès lors qu'il y a eu vacances présidentielles à cause de l'assassinat, du terrible assassinat du président Jovenel Moïse, eh bien, une fois qu'on a dépassé le fameux laps de temps de 3 mois prévu par la Constitution, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est en dehors de la Constitution. En sorte que toute transition doit résulter d'un consensus, toute transition doit résulter, si vous voulez, d'un accord politique. En sorte qu'on n'avait pas besoin de s'embarrasser de tous ces considérants, de tous ces vues que... Bon, la Constitution étant la loi mère, mais toutes ces lois-là, par définition, sont inconstitutionnelles. Toutes ces lois-là, par définition, sont illégales. En sorte qu'on n'en a pas besoin. Le Conseil présidentiel aurait pu se contenter d'un simple préambule en disant, écoutez, nous reconnaissons qu'étant donné la situation, nous nous retrouvons dans un régime d'exception et ce que nous souhaitons, c'est de gérer le plus efficacement, c'est de gérer le plus rapidement ce régime d'exception, de telle sorte qu'on puisse revenir sur la voie constitutionnelle. En sorte que, pour moi, analyser les vues que, les considérants que, etc., reviendrait à perdre son temps, puisque ce sont donc des considérations inconstitutionnelles. Mais j'aime bien l'objectif que se fixe le Conseil présidentiel dans la rédaction de cet accord, voulant mettre un terme à la situation de violence et de chaos préjudiciable à l'ensemble de la population et préserver la souveraineté nationale. Je continue la lecture. Déterminé à agir sur les causes du délabrement institutionnel actuel et à promouvoir une véritable solution nationale fondée sur une réappropriation de notre souveraineté et à travers un consensus national respectueux de l'intérêt général, guidé par le souci de mobiliser toutes les énergies positives disposées à mettre de côté les considérations partisanes pour sortir le pays de cette impasse. Nous sommes convaincus que la protection des droits fondamentaux des citoyennes et citoyens ainsi que la transparence dans la gouvernance démocratique doivent être instituées sur la base de leur participation inclusive à la construction des institutions étatiques et au contrôle de leur fonctionnement, etc. Donc, on voit bien ce qui motive la rédaction de cet accord politique. Les membres du Conseil présidentiel sont conscients du chaos, de la violence qui règne, n'est-ce pas, dans notre pays, et que tout ceci est dommageable pour la population, souhaitant remettre de l'ordre dans la maison, je dirais souhaitant reconstruire la maison. Eh bien, la transition va donc s'atteler à la tâche en se proposant de lancer un certain nombre de chantiers fondamentaux. J'aime ça. Et on va ajouter la vision de la transition que les membres du Conseil présidentiel, n'est-ce pas, développent. Eh bien, la vision de la transition, c'est la réconciliation de l'État avec la nation. Moi, je dirais, la vision de la transition consisterait justement à recoudre le tissu social. Nous n'avons pas besoin d'être sociologues, nous n'avons pas besoin d'être des observateurs pointus et aguerris pour nous apercevoir que le tissu social est déchiré. On nous a balancé des pratiques que nous n'avons pas connues dans notre histoire.
des gens qui débarquent avec des armes pour kidnapper, des gens, n'est-ce pas, qui prennent d'assaut nos institutions, des gens qui se foutent littéralement, n'est-ce pas, des principes de droits fondamentaux, qui ignorent la question de l'état de droit et qui rêvent, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir. Eh bien, on a eu tout cela pendant les 3 dernières années et tout ceci a déchiré notre tissu social. Si vous demandiez aux Haïtiens de l'intérieur ou aux Haïtiens de l'extérieur, n'est-ce pas, qu'est-ce qui constitue leur priorité première, qu'est-ce qui pour eux constitue, n'est-ce pas, une urgence nationale, ils vous diront en des termes variés, mais quelque chose qui concerne la sécurité. Ils vous diront en des termes variés quelque chose qui concerne, n'est-ce pas, le déchirement ou la déchirure, n'est-ce pas, de notre tissu social. En sorte que la transition politique devrait chercher à recoudre le tissu de la société haïtienne, ce que, dans leurs termes, n'est-ce pas, les membres du Conseil électoral appellent la réconciliation de l'État avec la nation. L'État a tout simplement disparu. L'État a tout simplement foutu le camp pendant ces 3 dernières années, du moins. Et on peut même remonter au-delà de ces 3 dernières années, lorsque un président élu s'est présenté comme un bandit légal, eh bien, il n'y a point à s'étonner que des jeunes, n'est-ce pas, croient qu'ils peuvent s'enrichir par tous les moyens. On n'a pas à s'étonner du fait que certaines gens croient qu'il suffit de se procurer une arme, n'est-ce pas, pour devenir riche et au plus sacrant. Donc il faut non seulement réconcilier l'État avec la nation, rebâtir la nation, refonder l'État, mais en des bases beaucoup plus morales, en des bases, n'est-ce pas, beaucoup plus inclusives. En sorte que le Conseil électoral, enfin le Conseil présidentiel est conscient de cette tâche. Et c'est véritablement la première tâche. Vous me direz, la question de la sécurité est importante. Bien sûr, la question de la sécurité est importante en ce que, lorsqu'elle sera réglée, mais c'est la nation qui va être réconciliée avec l'État. Vous me direz que oui, la question de la sécurité, elle est prioritaire. Lorsqu'elle sera réglée, c'est justement le tissu, n'est-ce pas, sociétal qui sera recousu. Et donc, la tâche est lourde. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, il faut accompagner les membres, n'est-ce pas, du Conseil présidentiel. À la section 2 de l'accord, nous retrouvons des questions qui concernent la gouvernance et des organes de la transition. Voici donc comment le pays sera dirigé, voici comment le pays sera gouverné pendant la période de transition. Le Conseil électoral s'est fixé une mandature, une durée de 2 ans, n'est-ce pas? Je doute qu'en 2 ans, on puisse réaliser tout ce qu'il se propose de réaliser, mais encore une fois, laissons la chance aux coureurs. Eh bien, le pays sera dirigé par 3 instances de gouvernance. La première instance de gouvernance, c'est le Conseil présidentiel qui jouera le rôle de président, et j'aime bien la manière dont l'accord politique résout la question de la présidence du Conseil présidentiel. La répétition est voulue. Vous vous souvenez que dimanche dernier, j'avais pété une coche, n'est-ce pas? J'ai connu ma montée de lait parce que le Conseil présidentiel était bloqué par ses mesquineries, était bloqué à cause de petits jeux politiques. On voulait savoir qui devait être le président du Conseil présidentiel. Et les représentants du PHTK élargi, ainsi que les représentants de l'Avalas, n'est-ce pas, élargi, se déchiraient littéralement la chemise pour savoir qui allait devenir le président du Conseil. Et j'aime bien la manière dont le Conseil présidentiel a résolu, n'est-ce pas, cette banale question de qui va être le président du Conseil. Désormais, le Conseil présidentiel va être coordonné par l'un de ses membres qui ne sera, le mot est voulu, n'est-ce pas, le pléonasme ici est voulu, qu'un coordonnateur, mais l'instance qui va
jouir de toutes les prérogatives présidentielles, ce ne sera pas cet homme qu'on va nommer ou qu'on va élire comme président du Conseil. Cet homme ne sera qu'un coordonnateur. C'est vraiment le Conseil présidentiel qui, de manière collégiale, va jouir des prérogatives présidentielles. Et ce serait encore plus intéressant si ce titre de coordonnateur, n'est-ce pas, était, si vous voulez, avait une durée de 3 mois. Puisque le Conseil présidentiel se fixe une durée de 2 ans, c'est-à-dire de 24 mois, pourquoi ne pas élire à tous les 3 mois un nouveau coordonnateur pour s'assurer que le titre, au fait, n'est celui d'un secrétaire général. J'aurais aimé que celui qu'on nomme ici coordonnateur du Conseil présidentiel porte le titre d'un secrétaire général, c'est-à-dire de quelqu'un qui rapporte, d'un rapporteur qui note ce qui est décidé collégialement par le Conseil présidentiel et qui jouerait le rôle de porte-parole ou de coordonnateur général ou de secrétaire général du Conseil présidentiel. Voilà, quant à moi, une bonne façon de régler notre légendaire présidentite. Vous savez que la plupart des Haïtiens souffrent donc de cette maladie que j'appelle, n'est-ce pas, la présidentite. On dirait qu'on voudrait tous être président. La vérité, c'est que une seule personne peut l'être pour un mandat de 5 ans. Et je vous ai dit dimanche dernier que ce qui a bloqué le fonctionnement de ce Conseil présidentiel et qui l'a empêché jusque-là d'être installé et de prêter serment devant la nation, c'était qu'on se battait, c'était qu'on se déchirait la chemise pour savoir qui allait être président. Les représentants du PHTK élargi poussaient pour garder, n'est-ce pas, le titre, tandis que les représentants de la Valace élargie poussaient aussi. Mais là, on vient de régler le problème en choisissant un autre mot. Je crois que les mots sont importants en ce qu'ils nous permettent de cadrer la réalité autrement. Désormais, ce ne sera plus un président du Conseil présidentiel qu'on va élire, mais un simple coordonnateur, un simple secrétaire général, un simple rapporteur, tel qu'on en voit dans d'autres assemblées. Exemple, lors de la fondation, n'est-ce pas, des Nations Unies, vous vous en souvenez, après la Seconde Guerre mondiale. Donc j'aime bien l'article 4.1 de la section 3 du dit accord. Le Conseil présidentiel est coordonné par un de ses membres qui fait office de président du Conseil. Il est choisi ou élu conformément aux documents portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel. Donc je vous disais que le pays, pendant la transition, sera dirigé par 3 organes. Vous avez le Conseil présidentiel, en dessous duquel se retrouve un gouvernement dirigé par un premier ministre ou une première ministre qui, lui ou elle, formera un cabinet exécutif, c'est-à-dire des ministres, et très important, j'en ai parlé dans mon livre, n'est-ce pas, Haïti, miroir d'une société en décomposition. Il y aura donc ce qu'on appelle un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, le Conseil présidentiel est formé de 7 membres plus 2, donc 7 plus 2, 7 membres qui ont le droit de vote, 7 membres qui ont le pouvoir décisionnel et 2 membres qui ont le statut d'observateur. En dessous de ce Conseil présidentiel qui est, si vous voulez, le chef de l'exécutif, on va nommer, à partir d'un large consensus, dit l'accord, un premier ministre ou une première ministre qui, lui ou elle, formera un gouvernement de réconciliation nationale ou de consensus national. Les mots sont importants ici. Pour l'instant, tout ce qu'on a, ce sont des mots. Il faudra analyser, n'est-ce pas, les actions de ce Conseil présidentiel. Il faudra analyser les politiques publiques du gouvernement. Mais pour l'instant, les amis, rendez-moi fou ou sage, tout ce qu'on a, c'est des mots. Nous devons nous contenter de ce qu'on a et attendre, n'est-ce pas, que le Conseil soit installé, que le gouvernement soit formé, pour, n'est-ce pas, voir et critiquer les premières politiques publiques de ces organes. Et je me réjouis, c'est la première fois qu'on a cela, n'est-ce pas, dans une transition politique dans notre pays. Je me réjouis, et j'en avais parlé déjà en 2021, du fait qu'on ait un organe de contrôle
de l'action gouvernementale qui, lui-même, cet organe-là, sera composé de 15 ou 16 membres. Et quel sera le rôle de cet organe de l'action gouvernementale? Ce sera justement de veiller sur les actions de l'exécutif, de critiquer, de rappeler, n'est-ce pas, cet exécutif à l'ordre constitutionnel, même si nous le convenons, nous sommes d'accord avec cela, même si nous sommes dans un régime d'exception. Encore une fois, j'aime bien qu'on fasse les choses selon un plan, j'aime qu'on se donne une feuille de route, j'aime qu'on se donne des objectifs clairs. Et vous avez vu que jusque-là, exemple, en 2004, lors du coup d'État du président Jean-Bertrand Aristide, coup d'État orchestré par l'international, c'est-à-dire la France, le Canada et les États-Unis, et les membres de l'oligarchie et certaines élites, certains membres de l'élite intellectuelle, mais on n'a pas une feuille de route. On a parlé d'un conseil de sages et tout ce qu'on voulait, c'était un partage de gâteau. Cette fois-ci, on a un accord. Et on va pouvoir dire, écoutez, ce que vous faites là, ce que vous posez comme geste, ce que vous prônez comme politique publique ne correspond pas à l'accord que vous vous êtes donné et qui est censé être, n'est-ce pas, qui est censé vous lier devant la population. Les membres du Conseil présidentiel vont prêter serment devant la nation haïtienne, c'est bien. Ils ne peuvent pas prêter serment sur la Constitution, car, comme je l'ai dit, nous sommes dans un régime d'exception. Ce qu'ils vont faire dès lors sera forcément en dehors de la Constitution. Ils vont donc prêter serment devant la nation haïtienne. Donc c'est la nation haïtienne qui sera prise à témoin des bonnes ou des mauvaises actions que posera le Conseil présidentiel. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. L'article 15 de l'accord politique dit ceci, donc ce sont les membres du Conseil présidentiel qui vont prêter serment. Je jure devant la nation d'observer fidèlement la Constitution dans les limites applicables à la transition et les lois de la République. Comme on l'a vu, la Constitution ne sera pas applicable dans ce régime d'exception, mais dans les limites du possible. De travailler sans relâche au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie et de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. C'est tellement beau. Ils vont prêter serment pour travailler au rétablissement de l'ordre constitutionnel, c'est l'objectif à terme, revenir à l'ordre constitutionnel, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, droit à la sécurité, droit à la nourriture, droit à l'éducation, droit à l'eau potable, ce sont des droits fondamentaux, de travailler à la grandeur de la patrie, oui, cette patrie qui est, bon Dieu, traînée en terre, eh bien, et de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Article 16. La mission du Conseil présidentiel consiste à remettre Haïti sur la voie de la dignité. On l'a vu au cours de ces dernières années, on a l'impression qu'Haïti, et c'est même pas une impression, on a la conviction, parce que c'était ce que Régis Debray a dit et ce que suivent des pays comme le Canada, les États-Unis et la France, eh bien, considérer Haïti comme une espèce de pupille des nations, en sorte que ce pays-là n'est plus dirigé par des nationaux, mais il est traité comme un territoire national, dirigé par la France, le Canada et les États-Unis. Eh bien,
les membres du Conseil présidentiel promettent de remettre le pays sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté, ainsi que de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. Maintenant, l'article 17, les fonctions principales du Conseil présidentiel sont s'assurer, de concert avec le gouvernement qui sera installé, du développement et de la mise en œuvre des grandes orientations énoncées dans le présent accord autour de 5 grands axes ou chantiers, à savoir la sécurité publique et nationale, même si l'accord ne dit pas comment on va y arriver, mais on reconnaît que la sécurité publique et nationale, c'est la priorité numéro 1. Bon, évidemment, on le sait, et c'est très regrettable que l'une des conditions que la CARICOM a imposées à ceux qui seraient membres de ce conseil présidentiel, ce serait d'accepter sans aucune autre forme de procès l'invasion du pays par la force multinationale qu'avait voté, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité de l'ONU. Je suis en désaccord avec cela pour la simple et bonne raison qu'on peut, n'est-ce pas, régler la problématique de la sécurité autrement. Je disais mercredi dernier sur cette chaîne que je participe ces jours-ci à une initiative qui consiste à mettre ensemble des ressources haïtiennes, n'est-ce pas, qui ont travaillé dans des armées étrangères professionnelles, les fameux vétérans. Il y a des retraités des armées canadiennes, américaines, françaises, pour ne citer que cela. Ce sont des retraités d'origine haïtienne qui ont à cœur le pays et qui, pour quelques-uns, souhaiteraient participer ou souhaiteraient contribuer, si vous voulez, à résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Et moi, vous connaissez déjà mes convictions. Je suis en désaccord, je suis opposé avec toute idée d'intervention d'une armée étrangère, mais je suis aussi conscient que notre police est sous-équipée, je suis conscient que notre police est épuisée, surtout pendant ces dernières semaines, n'est-ce pas, la gangicratie, pour reprendre la formule de mon bon ami le docteur Lucien Prophète. Qu'est-ce que c'est que la gangicratie? C'est ce tandem entre les gangs et Guy Philippe qui mettent à rude épreuve, n'est-ce pas, notre police nationale qui est déjà sous-équipés, qui manquent, n'est-ce pas, de ressources. Eh bien, les gangs de Guy Philippe, la gangicratie, a littéralement épuisé notre police. Donc, nous sommes conscients que notre police est affaiblie et que pour résoudre, n'est-ce pas, le problème de l'insécurité, il faut plus que les quelques milliers de policiers qui sont restés, puisque le programme de Biden a fait partir, n'est-ce pas, pas mal d'entre eux. Eh bien, une bonne option, une bonne alternative serait par exemple que l'on fasse appel à certains vétérans haïtiens qui ont servi dans des armées étrangères et qui viendraient apporter leur concours, qui viendraient apporter leur contribution au pays mère. Et une ressource comme, n'est-ce pas, le colonel Himmler Rébu, je le sais, serait tout à fait d'accord pour coordonner, n'est-ce pas, un tel mouvement, une telle initiative. Ce serait si beau de voir des vétérans haïtiens de l'armée américaine, de voir des vétérans haïtiens de l'armée canadienne, de voir des vétérans haïtiens de l'armée française, pour ne citer que ces exemples-là, ou de voir des policiers retraités des forces de police de ces pays précités rentrer en Haïti pour coordonner une politique publique de sécurité. Cela nous éviterait l'affront d'avoir à subir, n'est-ce pas, une intervention, d'avoir à subir une invasion de ce pays. Je sais que c'est ce dont rêvent les Américains, les Français, pour ne citer que, mais
c'est une chose que de dire que la police manque de ressources, c'en est une autre que de dire que la seule option qu'il nous reste, c'est de faire appel à une invasion d'une armée étrangère. Non, nous avons des ressources qui sont disponibles, nous avons des ressources, n'est-ce pas, qui ont à la fois les compétences et la bonne volonté. Tout ce qui manque jusqu'à présent, c'est une vision qui puisse intégrer ces ressources-là dans une politique publique de sécurité. Donc, le Conseil présidentiel reconnaît qu'il faudra s'attaquer en priorité à la problématique de la sécurité publique, le redressement économique. Moi, j'appelle ça tout simplement des politiques d'apaisement. Oui, il faudra en toute priorité régler le problème d'insécurité, mais il faudra le faire concomitamment aux problèmes économiques. Cette population n'en peut plus. On l'a vu, n'est-ce pas? Avec la fermeture des douanes, avec la fermeture des aéroports, n'est-ce pas? Ce sont des affaires des affaires économiques qui traînent. Avec les gangs qui ont kidnappé, qui ont décapitalisé à la fois la diaspora et la classe moyenne, eh bien, ce sont les ressources économiques qui manquent. Eh bien, le Conseil présidentiel, de concert avec le gouvernement, devra prendre des mesures d'apaisement pour envoyer des signaux clairs à la population que oui, il y aura un répit. Je ne sais pas ce qu'ils vont devoir faire, mais ils vont devoir faire appel à des économistes qui s'y connaissent, n'est-ce pas, en la matière, pour prendre tout de suite des mesures d'apaisement, de manière à rendre la vie moins lourde, de manière, n'est-ce pas, à baisser, comme on dit, n'est-ce pas, le panier de l'épicerie ici. Troisième priorité, une conférence nationale. Ça, c'est très important. Nous avons besoin de nous parler dans la perspective de recoudre le tissu social, le tissu de la société haïtienne. Cette conférence nationale, elle est incontournable. Lors de cette conférence nationale, nous devons nous poser un certain nombre de questions fondamentales. Quel type de pays nous voulons? Quel type de constitution nous voulons? Quelle école nous voulons? Quel type d'économie nous voulons? Voyez-vous, ce sont autant de questions. Dans d'autres pays, on a appelé ça des états généraux, n'est-ce pas? La France, par exemple, organise des états généraux depuis le Moyen-Âge. Mais nous, en Haïti, nous avons l'habitude de laisser, si vous voulez, les choses fondamentales de la nation aux mains d'une poignée. J'ai parlé dans mon livre de ces trois hold-up. Le hold-up politique, n'est-ce pas? Des gens qui s'emparent du pouvoir. Le hold-up du savoir. Des gens qui font en sorte que la majorité de la population haïtienne n'a pas accès, n'est-ce pas, au savoir. Et le hold-up économique, en sorte qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de création et de distribution de richesses dans ce pays. Eh bien, une conférence nationale, ce sera l'espace. Une conférence nationale, ce sera le moment pour aborder ces questions-là, de telle sorte que ce pays-là appartienne véritablement à tous les Haïtiens et non pas à un petit groupe qui ont kidnappé le pouvoir politique, qui ont kidnappé le savoir et qui ont kidnappé les avoirs selon les formules que j'ai utilisées dans ce livre. Hold-up du pouvoir, hold-up du savoir, hold-up des avoirs. Et donc, le Conseil présidentiel se propose d'aborder en toute priorité la question de la sécurité, d'organiser une conférence nationale, de redresser l'économie du pays, de relancer l'état de droit et la justice. Ici, c'est très important. Plus tard, ils vont mettre sur pied, encore une fois, un comité de, n'est-ce pas, vérité, réconciliation et justice. Encore une idée que j'avais proposée, enfin que j'ai proposée à plusieurs reprises à cette émission. Eh bien oui, il faut qu'il y ait une commission vérité, justice et réconciliation, comme on en a vu entre autres, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé avec l'argent de Petro-Caribé.
Il faut que la population haïtienne retrouve confiance dans l'institution de la justice. Et pour qu'on retrouve confiance dans l'institution de la justice, il y a certaines questions que l'on doit fouiller. Il y a certaines questions que l'on doit adresser. Et parmi les questions que l'on doit adresser, c'est la question de l'argent de Petro-Caribé que divers gouvernements, n'est-ce pas, ont tout simplement dilapidé. Et il faut aussi qu'il y ait un véritable procès sur l'assassinat du président Jovenel. On doit savoir quels sont ceux nationaux et internationaux qui ont été impliqués dans ce terrible assassinat qui a traumatisé une fois de plus la population haïtienne. On veut donc assurer un suivi, n'est-ce pas, des questions de justice. On veut rapidement remembrer les institutions du pays. Et encore une fois, comme je le dis, s'il fallait, n'est-ce pas, se fier à ce qui est écrit là, eh bien, il faudrait avoir l'intégrité intellectuelle de dire à ces messieurs, bravo pour ce que vous avez produit. Encore une fois, une hirondelle ne fait pas le printemps, on est d'accord, mais contentons-nous pour l'instant de ce que nous avons. Nous avons un texte et le texte semble établir les bonnes priorités. Ce texte semble reconnaître les bonnes choses. Ayons le mal courage de le dire. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Évidemment, par définition, un gouvernement de transition n'est là que pour un temps. Eh bien, il faut envisager d'entrée de jeu un calendrier pour la nomination d'un conseil électoral provisoire et pour, je vais répéter le mot calendrier, pour un calendrier électoral. Et je vois bien que le conseil présidentiel s'impose une belle pression en disant que, de mémoire, dans les 30 jours qui suivent son installation, en tout cas dans les jours qui suivront son installation au Palais national, ce conseil électoral, enfin le conseil présidentiel, de concert avec les divers secteurs de la population, procédera à la nomination d'un conseil électoral crédible. Qui dit conseil électoral crédible dit membre crédible. Qui dit conseil électoral crédible dit vigilance, forte vigilance, pour qu'au moment venu, pour qu'au moment opportun, nous ayons pour une deuxième fois dans l'histoire de ce pays des élections crédibles, des élections honnêtes qui reflètent la volonté de la population haïtienne, sans qu'on ne se fasse imposer un président par le Canada, la France et les États-Unis, comme on le voit trop souvent, hélas, dans l'histoire de ce pays. Jusque-là, on parle du conseil présidentiel qui s'octroie les prérogatives présidentielles. On parle, n'est-ce pas, de ce que fera le gouvernement, ayant à sa tête un premier ministre, mais il faut toujours, en politique, maintenir le principe du check and balance, le principe de pouvoir et contre-pouvoir. Eh bien, l'accord prévoit la création d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Eh bien, l'article 22 nous dit que la mission essentielle de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale sera de contrôler, cela va sans dire, l'action du gouvernement et de veiller à l'application de l'accord en ce qui le concerne au respect des lois, de l'éthique dans la gestion de la chose publique. Bon Dieu, j'ai le goût de dire Amen. J'ai le goût de dire Aïe Bobo presque à chaque phrase
presque à chaque article, n'est-ce pas, que j'analyse ici, les intentions sont nobles, n'est-ce pas, les idées sont belles, les idéaux sont là. On dirait que pour une fois dans une transition, je dis bien pour une fois dans une transition, on est conscient des ratés, on est conscient, n'est-ce pas, des échecs précédents, on est conscient du fait qu'une transition ne devrait pas être utilisée à gagner du temps, une transition devrait être utilisée à remembrer nos institutions, à les fortifier, à redonner confiance à l'État, à réconcilier l'État et la nation pour qu'on ait un véritable État-nation, ce qu'on a que rarement eu dans l'histoire de ce pays. Si jamais on l'a jamais eu, eh bien, c'est précisément comme cela qu'on construit un pays. On prend le temps de se donner une feuille de route, on prend le temps de se fixer des objectifs, on prend le temps de se fixer des idéaux et surtout on se dit voici les moyens qu'on va se donner pour y arriver et voici ce qui attend les contrevenants. Et l'accord prévoit également ce qu'il faut faire au cas où on passe à côté des objectifs que l'on s'est fixés. Maintenant, parlons de la question de la sécurité. Et elle nous intéresse tous, n'est-ce pas? L'article 25. Il sera mis en place un Conseil national de sécurité, très important, formé d'experts nationaux, de professionnels de la diaspora et d'autres personnalités pour donner une réponse aux différents aspects de la crise de sécurité du pays. Là, en vérité, j'ai envie de dire à Ibobo. Et vous notez comment, habilement, les mots ici évitent la question de l'intervention de l'international. Habilement, on évite ici la question de l'invasion du pays par une force étrangère, fût-ce une force kenyane. Non. On dit, on va mettre sur pied un Conseil national de sécurité formé d'experts nationaux. D'abord, formé de professionnels de la diaspora. Oui, bien sûr. Il y a des gens dont l'expertise, c'est la sécurité. J'en ai parlé. Il y a des gens dont le métier a été, n'est-ce pas, de sécuriser d'autres pays. Mais ces gens-là, même s'ils ont vécu à l'étranger, ce sont des fils et des filles d'Haïti. Ils sont aujourd'hui à la retraite. Ils peuvent aussi, n'est-ce pas, réclamer, si vous voulez, une pause. Ils peuvent réclamer une année sabbatique pour aller servir leur pays. Et donc là, j'aime ce que je lis là. Jusqu'à présent, les États-Unis, le Canada et la France nous ont conditionnés de manière à croire que pour résoudre le problème d'insécurité dans ce pays, il faut faire appel absolument à des étrangers. Et vous vous en souvenez, je me suis toujours drastiquement opposé à cela, car ce n'est pas vrai qu'Haïti manque de ressources. Les Haïtiens aident d'autres pays à résoudre leurs problèmes d'insécurité. Eh bien, ils n'attendent qu'on fasse appel à eux. Ils n'attendent qu'on leur offre, n'est-ce pas, l'espace et l'encadrement nécessaires pour qu'ils viennent aider leur propre pays. Et j'aime ici l'idée de la mise en place d'un Conseil national de sécurité formé d'experts nationaux. Moi, je vois bien, entre autres, un monsieur comme le colonel Himmler Rébu. Il s'y connaît pour être un professionnel des armes, il s'y connaît pour être intervenu à plusieurs reprises sur le sujet, il s'y connaît pour avoir publié sur le sujet, il s'y connaît précisément pour avoir toujours vécu dans ce pays. Et donc, je le vois bien, pas seulement lui, puisqu'on parle d'experts au pluriel, d'experts nationaux, et pas seulement des gens d'Haïti du dedans, j'entends. Il faut aussi inclure, j'en ai parlé, encore une fois, je suis impliqué dans une telle initiative, il faut intégrer dans ce Conseil national de sécurité des Haïtiens et des Haïtiennes, donc des professionnels des armes, des professionnels de la chose de la sécurité, n'est-ce pas, qui soient d'abord des Haïtiens. Ce n'est point à dire qu'on ne puisse consulter au besoin, mais dans un cadre transparent et clair. Ce n'est point à dire qu'on ne puisse consulter des experts étrangers, mais de là à
donner carte blanche à des experts étrangers qui viendraient nous dire comment résoudre, n'est-ce pas, nos problèmes d'insécurité, alors que ces gens-là viennent des pays qui ont foutu le feu chez nous, tandis que ces gens-là viennent des pays desquels sont parties les armes qui assassinent nos frères et sœurs. Vous le savez, je suis viscéralement opposé à cela. Mais en vérité, l'idée d'un CNS, d'un Conseil national de sécurité, formé d'experts nationaux. Et l'article 26 dit, c'est le CNS. Waouh! Là, je sens une volonté de recouvrer notre souveraineté nationale. Encore une fois, vous me pardonnerez d'être naïf, vous me pardonnerez d'être angélique, vous avez le droit de me taxer, encore une fois, de naïveté et d'angélisme, c'est votre droit, mais ce que je vois là me plaît et me réjouit, c'est le Conseil national de sécurité qui va définir les modalités de coopération avec les partenaires internationaux en vue de l'amélioration de la sécurité, notamment l'assistance technique aux forces nationales de sécurité et au système judiciaire. Donc je vois là un pied de nez. Ah oui, bien sûr, c'est aussi ça la politique. Je vois là un pied de nez que le Conseil présidentiel fait à la CARICOM, qui, vous vous souvenez, cela avait provoqué ma colère lorsque j'ai vu que parmi les conditions auxquelles il fallait satisfaire, il fallait absolument accepter sans mot dire l'invasion du pays par une force multinationale. Et donc, je vois dans l'article 26 un pied de nez que le Conseil présidentiel fait à la CARICOM en disant non, ce n'est pas nous, le Conseil présidentiel, qui déciderons des modalités. Nous ne sommes pas les experts de la chose de sécurité. Nous allons nommer un Conseil national de sécurité auquel siégeront des experts nationaux. Et c'est eux qui vont dire voici de quoi nous avons besoin et surtout voici les modalités de toute coopération avec, n'est-ce pas, des étrangers. Mais franchement, j'aime ça. Et donc, c'est le Conseil national de sécurité qui, après étude, qui, après consultation basée sur ces expertises, dira, mais voici quelle forme de coopération il nous faut, voici les modalités de la dite coopération. Et donc, finit cette affaire de dictat des États-Unis d'Amérique et je regrette qu'on ne parle pas clairement ici de définir une fois pour toutes notre question de la doctrine de la sécurité. Je n'ai pas de doute que lors de la conférence nationale, la question de la doctrine de la sécurité sera abordée. Je n'ai pas de doute que lors des réformes constitutionnelles proposées, on va revenir à ce que notre Constitution de 87 propose, à savoir le service militaire obligatoire de mémoire pour les 18-25 ans. Nous avons une population jeune. Et plutôt que de faire appel à 10 000 armées qui vont nous foutre le choléra, qui vont engrosser nos jeunes filles, qui vont nous foutre le sida, eh bien, pourquoi ne pas mettre à contribution notre jeunesse? Ce sera une belle occasion de mettre à l'épreuve, n'est-ce pas, le patriotisme de nos jeunes et de leur enseigner justement l'amour de la patrie. Très honnêtement, j'adore ce que je vois ici dans les articles 25, 26 et 27. On va observer une pause. Au retour de la dite pause, nous allons continuer à analyser sur papier ce que je considère comme un très bon accord politique. Encore une fois, on n'a ici que du papier, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant, puisque le Conseil n'a pas commencé à agir, puisqu'il n'a pas commencé à gouverner. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14.
Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Pour moi, l'un des plus beaux articles de cet accord, c'est l'article 39. Je vais vous dire pourquoi. Je vous le lis d'abord. Je vais lire les articles 37 et 38. Le gouvernement de transition vise à améliorer l'efficacité de la justice et à renforcer la garantie des droits gouvernementaux à travers 3 grands objectifs. Garantir le fonctionnement régulier des instances juridictionnelles, renforcer la conduite et la mise en œuvre de la politique pénale, renforcer l'assistance juridique et faciliter l'accès à la justice. Écoutez bien, le gouvernement de transition renforcera la capacité des institutions publiques de lutte contre la corruption, accompagnera les organisations de la société civile engagées dans ce combat, instaurera la transparence dans ses actions et respectera le droit d'accès à l'information. Pour ce faire, écoutez bien, l'article 39, le gouvernement aura à mettre en place un parquet financier national spécialisé en charge de la grande délinquance économique et financière, traitant des atteintes aux finances publiques, à la probité, au bon fonctionnement des marchés financiers, initier un audit général de l'administration publique, incluant les organismes, institutions autonomes, les représentations diplomatiques et toutes les institutions publiques génératrices de revenus. Au fait, moi, quand je lis cet article-là, j'entends le mot Petro-Caribé. Le gouvernement transition veut mettre sur pied un tribunal financier qui va s'occuper, n'est-ce pas, de tous les crimes financiers, qu'on appelle ce crime, n'est-ce pas, Petro-Caribé, ou d'autres formes de crimes qu'on a vues dans nos représentations diplomatiques. Vous savez que le nom de Claude Joseph, le nom de Bochit, n'est-ce pas, ancien ambassadeur, n'est-ce pas, d'Haïti à Washington, ces gens-là ont vilipendé, ont dilapidé, n'est-ce pas, des fonds publics. Eh bien, ce tribunal financier spécial va se pencher sur cette question. Encore une fois, ne serait-ce que sur papier, j'aime ce que j'entends. Pour faire la lumière sur les crimes de sang, les crimes financiers, les nombreux massacres, les multiples viols collectifs perpétrés dans le pays au cours des dernières années, pour donner à la justice et à l'exécutif les éléments nécessaires pour agir, le Conseil présidentiel procédera de concert avec le gouvernement
à la mise sur pied de ce tribunal. Les amis, rendez-moi fou ou sage, c'est ce que vous et moi avons toujours souhaité, qu'il y ait un procès Petro-Caribé, qu'il n'y ait pas d'amnistie pour ceux qui ont dirigé ce pays et qui se sont, n'est-ce pas, drapés dans l'impunité. Il faut qu'il y ait un tribunal qui se penche sur cette question et le Conseil présidentiel prévoit tout cela. Vous savez, moi, je suis prêt à laisser la chance aux coureurs. Je suis prêt à accorder, n'est-ce pas, une période d'observation à ce Conseil. Il se donne les 3 premiers mois, les fameux 100 premiers jours d'observation qu'on accorde à tout gouvernement, à toute équipe gouvernementale fraîchement installée. Moi, je suis prêt à, ne serait-ce qu'en me basant sur cet accord politique, je suis prêt à me dire, écoutez, ce Conseil semble avoir les bonnes intentions, ce Conseil semble avoir une vision claire de ce qu'une transition devrait être. Avant de lui lancer la première pierre, n'est-ce pas, attendons de voir ses premières actions, ses premières politiques publiques. Mon rêve a toujours été qu'il y ait une transition qui en soit véritablement une. Pour moi, une transition consiste justement à régler les problèmes que le régime précédent n'a pas pu régler. Pour moi, une bonne transition, c'est une transition qui lance des chantiers que les politiciens de métier, précisément parce qu'ils cherchent à se faire réélire, ne veulent pas régler. Eh bien, une transition, c'est une période où on se donne le temps, c'est une période où on prend le temps de lancer les chantiers fondamentaux du pays. Évidemment, on n'y retrouve pas tout. Je souhaite que pendant cette transition, et probablement la question va être soulevée lors de la fameuse conférence nationale, qu'on puisse régler la question, n'est-ce pas, de notre politique monétaire. Les banques jouent trop facilement avec, n'est-ce pas, nos humeurs, en se faisant à la fois, en s'accordant à la fois le rôle de juge et partie. L'État doit intervenir pour mettre les banques à leur place. Et je n'ai aucun doute que si ces messieurs-là gardent cette volonté dont ils semblent faire preuve dans cet accord, que la question de la politique monétaire du pays va être réglée. Donc, merci de votre écoute. Nous voilà déjà parvenus à la fin de cette émission. Je m'étais proposé de vous faire rapport de cet accord politique, de vous en dire ce qu'on y retrouve. Quant à moi, malgré ses imperfections, malgré ses limitations, on y retrouve de très bonnes choses. Je vous invite à la vigilance. Je vous invite, n'est-ce pas, à accompagner le Conseil présidentiel. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas une idée qui fait l'unanimité. J'entends comme vous, n'est-ce pas, tous les sobriquets dont on affuble le Conseil présidentiel. Nous sommes méfiants et notre histoire semble nous condamner à la méfiance. Mais à un moment donné, nous devons nous dire, écoutez, malgré mes réserves que vous connaissez, pour éviter le vide, la nature a horreur du vide, pour éviter que justement que ce pays n'aille aux mains de la ganguicratie, pour reprendre la formule de mon ami le docteur Lucien Prophète, c'est-à-dire pour éviter que le pays n'aille aux mains des gangs et de Guy Philippe, il faut bien qu'il y ait une équipe qui prenne les rênes de ce pays et qui dise « Voici ce que nous voulons faire et accompagnez-nous dans ce que nous nous proposons de faire. » Merci de votre écoute, merci de votre attention. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. En tout cas, je vous le dis, sans phare, ce que je lis là me plaît. Voilà à quoi une transition devrait servir. Bonne semaine, vive Haïti, vive le peuple haïtien. À la semaine prochaine. Au revoir.